La capacité d'accueil du Québec est poussée à sa limite, selon François Legault. Dans une lettre adressée à Justin Trudeau, publiée ce matin, le premier ministre du Québec demande à Ottawa de freiner le flot de demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire québécois, maintenant surtout par l'aéroport de Montréal-Trudeau. On peut y lire l'extrait suivant, c'est une lettre de 3 pages. On vous la résume. Nous sommes tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. Mois après mois, la situation est devenue insoutenable. Cette pression fait en sorte que les demandeurs d'asile ont du mal à se trouver un toit qui contribue à accentuer la crise du logement. Nombre d'entre eux se retrouvent dans les refuges pour sans-abri qui débordent. Alors, interpellé à ce sujet en conférence de presse cet après-midi, M. Trudeau a répondu ceci. We have been working closely with Quebec over the past years, as we have with different parts of the country that have experienced a greater than expected influx of asylum seekers. We've transferred millions, hundreds of millions of dollars. We've worked with them on various programs, and we will continue to. I know Minister LeBlanc is engaging directly with the Premier on this. We will continue to work with them because it's in all of our interests to make sure that we're doing everything we can together to ensure that our provinces are as successful as possible. On demande le tout avec notre collègue, grand spécialiste de l'immigration. Quand on a une question à se poser, c'est à lui qu'il faut la poser. Romain Chuet, bonsoir, bienvenue. On va essayer de démêler tout ça. Au centre du débat aujourd'hui, ce sont les demandeurs d'asile. Mais déjà, depuis plusieurs jours, on a reparlé des seuils d'immigration permanente. On a reparlé des étudiants étrangers. C'est M. Trudeau qui a lancé la chose. Commençons par les demandeurs d'asile. Est-ce vrai qu'on est tout près d'un point de rupture avec les demandeurs d'asile? On va montrer le chiffre pendant ce temps-là. 60 000 l'année dernière. C'est près de la moitié de tous les demandeurs d'asile arrivés au Canada. Bien, en fait, on a eu cette même conversation il y a à peu près un an parce qu'on atteignait à l'époque un record pour l'année 2022. C'était 92 000 demandeurs d'asile dans tout le pays. Il y avait une bonne partie qui venait du chemin Roxham, une bonne partie donc qui s'installait au Québec. À l'époque, il y avait de gros problèmes justement pour l'hébergement, pour l'accueil, pour l'intégration, puisque les demandeurs d'asile sont des personnes, ce sont des familles, donc nécessairement il y a des besoins d'éducation, besoin d'intégration, besoin de santé et surtout besoin de logement. Donc les organismes à l'époque étaient débordés, ils le sont encore plus maintenant. On pourrait être étonné justement de se dire comment ça se fait qu'il y a un record de demandeurs d'asile maintenant en 2023 alors qu'il y a quelques mois, au mois de mars dernier, on a fermé le chemin Roxham. Parce que tout simplement, les demandeurs d'asile ont trouvé un autre moyen pour rentrer au Canada. Mais le profil des personnes a aussi changé. Savane-Marie, durant toute cette période du chemin Roxham, on parlait beaucoup de familles démunies, des gens qui venaient d'Haïti, des gens qui traversaient plusieurs pays, à pied notamment, qui traversaient la brousse, qui faisaient face à des gangs armés justement dans certaines régions du monde pour arriver jusqu'aux États-Unis, passer le mur avec le Mexique, arriver ensuite jusqu'au chemin Roxham. Maintenant, le profil a un petit peu changé. On voit beaucoup de gens d'Afrique qui prennent l'avion parce qu'il y a eu un assouplissement de critères pour obtenir un visa touristique. Il y a des personnes seules. C'est plus nécessairement le même profil de personnes, mais ça reste que ils entrent maintenant par les aéroports principalement de Montréal et de Toronto avant de demander l'asile. Alors, on peut peut-être regarder le profil en spécifiant le chiffre pour les Mexicains. On va regarder d'abord. Restons sur ce tableau-là, alors qui nous présente les travailleurs temporaires, les demandeurs d'asile, les étudiants étrangers. Clarifions une chose, s'il y en a 60 000 qui sont arrivés en 2023, puis qu'ici, on voit le chiffre de demandeurs d'asile présents au Canada, ça veut dire que c'est le cumul, c'est l'addition de tout ça. Il y en a 160 000. Tant qu'ils sont demandeurs d'asile, ils sont soutenus par le Québec, là, qui a l'aide sociale notamment. Qui a l'aide sociale et tout ça. Et pourquoi il y a un tel cumul de demandeurs d'asile? Là, c'est le travail d'Ottawa de délivrer un permis de travail, justement. Rapidement. L'aide sociale s'applique dès qu'on entre au pays, qu'on fait la demande, on a droit à un chèque d'aide sociale. Ce chèque d'aide sociale s'arrête lorsque la personne reçoit un permis de travail. Il y a un an à peu près, on parlait des délais insoutenables justement pour obtenir un permis de travail. Parfois, ça prenait un an et demi. Il y avait des rendez-vous qui étaient donnés jusqu'à 2 ans quasiment. On n'a pas les chiffres exacts actuellement, mais évidemment, avec le nombre
important de demandeurs d'asile, ce nombre record, les délais sont encore très importants. Et c'est aussi ce que demande le gouvernement du Québec, c'est d'accélérer ça, puisque dans ce cas-là, Québec aurait à dépenser moins d'argent aussi par rapport à l'aide sociale. Parce que même ces demandeurs d'asile peuvent ultimement occuper des emplois où il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement demande donc de revoir la politique de visa. C'est là que les Mexicains entrent en ligne de compte. Vous allez nous expliquer ça. On va voir le chiffre des Mexicains. Voyez-vous, juste en 2023, c'est quand même près de 17 490 sur les 60 000. Et sur les 9 premiers mois de l'année seulement, jusqu'au mois de septembre, là, ce sont le nombre de Mexicains qui sont arrivés au Canada pour demander l'asile. En fait, selon mes informations, sur l'ensemble de l'année 2023, les chiffres ne sont pas encore officiels, mais on parle d'environ 25 000 Mexicains qui sont venus demander l'asile. C'est quasiment 3 fois plus qu'en 2009, quand Stephen Harper et le gouvernement conservateur ont décidé de mettre un frein et d'imposer à nouveau un visa, parce qu'il y avait beaucoup de demandeurs d'asile, mais surtout parce que le nombre de demandes d'asile qui étaient acceptées était extrêmement faible. À l'époque, on parlait d'un très petit pourcentage. Mark Miller, il y a quelques semaines, a dit que justement, effectivement, il y a une problématique, puisque le nombre de dossiers acceptés de demandes d'asile, c'est aux alentours de 30%, donc 70% de rejet. Chez les Mexicains. Chez les Mexicains, et aussi à l'époque, en 2009, et c'est exactement ce qu'on a vu et qu'on a dévoilé avec l'émission Enquête il y a quelques semaines. Oui. À l'époque, le gouvernement conservateur avait des indices des services de renseignement qui avaient des groupes criminels, qui avaient des gens de cartel, qui avaient justement des groupes organisés qui profitaient de cette absence de visa pour entrer au Canada, pas nécessairement commettre des méfaits, mais organiser en tout cas des crimes. Et c'est ce qu'on a découvert, c'est ce qui se passe actuellement au Canada. Et là, on parle de centaines, de milliers de personnes aussi, des gens qui vont aussi ensuite aux États-Unis de manière clandestine. Il n'y a pas que Québec qui fait pression pour imposer à nouveau un visa, c'est aussi le gouvernement et l'administration de Joe Biden. Mais ce qui est étonnant, c'est que imposer des visas aux Mexicains, c'est politique. Bien sûr. Et on sent l'hésitation. On ne sent pas que le gouvernement Trudeau est prêt à solutionner un problème important en matière d'immigration, parce qu'on veut rester accueillant, on veut rester un pays accueillant, tout ça. Pourquoi cette hésitation à imposer des visas aux Mexicains? Parce que quand ça a été fait par Stephen Harper en 2009, c'était un affront pour le président mexicain de l'époque. Il y a nécessairement des retombées économiques aussi. Quand Justin Trudeau a été élu en 2016, quand il a mis justement de l'avant cette promesse-là qui a été appliquée à partir de 2016, il y a eu des échanges commerciaux, il y a du gagnant-gagnant là-dedans. Il y a de la négociation, il y a des entreprises canadiennes qui ont pu faire davantage de commerce au Mexique. Il y a aussi tous des échanges agroalimentaires. Et à l'époque, il faut se rappeler, il y avait du donnant-donnant. Il y avait une incertitude politique également avec les États-Unis. Donald Trump arrivait, donc il fallait que le Canada ait un allié qui était à l'époque donc le Mexique dans cette renégociation de l'ALENA. Il y a donc des discussions politiques. On peut imaginer que le Mexique actuellement, quand ils vont se faire imposer un visa pour leurs ressortissants, on peut imaginer que le président mexicain ne doit pas être ravi de cette idée-là. On se rappellera des déclarations de Donald Trump en disant que les gens qui venaient à la frontière du sud des États-Unis, c'est aussi des violeurs, des voleurs, des criminels et tout ça. M. Legault a exprimé cette inquiétude-là de laisser entrer des demandeurs d'asile qui pourraient utiliser faire des réseaux de criminels. Il y a raison de le demander à Ottawa. C'est un fait. C'est un fait qu'effectivement, les aéroports de Montréal et Toronto sont utilisés par des criminels, que ce soit des criminels mexicains ou des criminels d'autres nationalités qui utilisent des documents mexicains pour entrer au Canada. C'est une réalité actuellement. Bon, en terminant, je veux qu'on fasse une comparaison entre les fameux seuils d'immigration, les 35 000 du Parti québécois qui le veulent réviser, les 60 000 du gouvernement, puis pour Québec solidaire, c'est un petit peu plus. On va écouter le ministre Randy Boissonnault tout à l'heure chez mon collègue Gérald Filion à Zone Économie. On l'écoute. Il y a un montant pour le Québec d'accueillir 150 000 résidents permanents par année dans les seuils nationaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le Québec décide d'en accepter 60 000. Donc, il laisse 90 000 personnes à l'étranger au lieu de les amener ici. Moi, j'ai entendu ça pour la première fois. Évidemment, l'initiative du siècle et ce que le gouvernement Trudeau avait lancé comme idée, c'est d'avoir donc 500 000 immigrants par année.
Et de monter jusqu'à 100 millions d'habitants au Canada d'ici 2100. Puis en même temps, on a appris ces jours derniers que des fonctionnaires fédéraux l'avaient mis en garde sur le poids que ça représentait sur nos institutions. C'est nouveau, ça, pour ce 50 000. Il semble dire, aller dans ce sens-là, il semble blâmer le Québec de ne pas accueillir 150 000 immigrants permanents, alors qu'on a déjà 528 000 temporaires. En fait, il faut faire très attention dans ce débat-là. C'est qu'on a les immigrants temporaires d'un côté, 528 000, on a les permanents. Mais les deux ne s'additionnent pas. Les temporaires d'un côté. Les temporaires d'un côté, les permanents de l'autre. Mais les deux ne s'additionnent pas. Ce n'est pas parce qu'on va avoir plus de permanents que ça va faire plus de personnes nécessairement au Québec. Parce qu'une bonne majorité des personnes qui deviennent des résidents permanents sont des gens qui sont déjà actuellement au Québec, sont des gens qui sont temporaires. Parce que pour devenir résident permanent, c'est une question de points notamment, c'est une question d'expérience. Et cette expérience-là peut s'acquérir en étant déjà au Québec, en étant francisé, en parlant français, en étant éduqué, en étant instruit au Québec. Donc on ne peut pas nécessairement cumuler les deux chiffres. Une partie des gens qui vont devenir des résidents permanents sont des gens qui sont nécessairement des temporaires. Donc si on augmente les permanents, obligatoirement, ça va baisser le seuil des temporaires au moment où on regarde la courbe, évidemment, puisque selon la date, ça s'accumule. À condition que les bureaucraties travaillent rapidement puis qu'on donne les autorisations. Là aussi, il y a combien de temps de cumul? Le permis de travail, mais après ça, il y a combien de temps? Il y a combien de temps qu'il faut attendre pour Selon les catégories, les résidences permanentes, ça peut prendre 2 ans à 3 ans d'attente actuellement pour avoir sa résidence permanente. C'est peut-être une solution de ce côté-là. Bien, merci, Romain, de nous avoir expliqué tout ça. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.